Alors, comme l'indique le titre de ma présentation, je vous propose de réfléchir aux avatars, donc aux métamorphoses du documentaire vers le web documentaire, et tout particulièrement à l'impact majeur qu'exerce l'interactivité sur la narration. Parler de métamorphose suppose bien sûr de comparer une forme à une autre déjà existante, et c'est en partie ce que je ferai aujourd'hui en questionnant non seulement les formes de narration contemporaines que proposent ces nouvelles pratiques de l'image en mouvement, mais en questionnant aussi le déplacement du rôle du spectateur. Depuis les débuts du cinéma, toutes sortes d'avancées techniques et technologiques ont permis d'innover en fiction, mais aussi en documentaire. On n'a qu'à penser ici à la véritable, formidable révolution du cinéma direct au Québec, où l'avènement du son synchrone par un nouveau dispositif d'enregistrement a permis des effets de réel inédits, comme ici dans le film Pour la suite du monde de Brault-Carrière et Perrault. Un phénomène peut-être comparable, l'avenir nous le dira, est en train de se produire avec les possibilités du web qui changent non pas la façon de capter les événements, mais bien de les diffuser. D'ailleurs, le web documentaire interactif, dont l'appellation marque l'importance du média, fait partie du courant de ces nouvelles expériences narratives où les récits se configurent dans des dispositifs inusités, comme ici sur le cube de HBO, où le spectateur doit visionner le film fragmenté sur les 4 côtés du cube pour comprendre l'intrigue. Dans le même esprit que l'a fait René Bourassa dans l'ouvrage Les récits hypermédiatiques, ma présentation sera orientée par le questionnement suivant. Comment concilier la narrativité avec la non-linéarité des environnements hypermédiatiques? Pour y répondre, je vous propose une réflexion sur l'impact que peut avoir la technologie numérique sur la pratique du cinéma documentaire. Tout documentariste, peu importe le mode d'expression qu'il choisit, se demande comment raconter, comment faire sens lorsque l'on représente des événements avec un référent réel. Le web documentaire actualise d'une façon toute particulière cette problématique, puisque l'enjeu est bien de concilier la culture documentaire, souvent perçue comme étant plutôt conventionnelle, avec la culture numérique, qui opère selon des schémas qui viennent bousculer nos arrière-plans conceptuels, autant en création qu'en réception. Ces pratiques documentaires pensées par et pour les environnements numériques nous invitent à s'intéresser aux procédés narratifs et stylistiques, ce qui implique d'étudier, comme le fait de façon très inspirante Marilyn Ryan, et je la cite, les propriétés intrinsèques des supports médiatiques qui conditionnent la forme de narration et affectent l'expérience narrative. J'aimerais vous proposer un bref regard sur 3 web documentaires pour vous donner un aperçu de certaines pratiques narratives et interactives qui sont au centre de mes travaux de recherche. Alors, un premier exemple, le web documentaire français Sarcellopolis, réalisé en 2015 par Sébastien Descartes-Aide et Bertrand Dévé, qui propose un voyage interactif à bord d'un autobus de la banlieue parisienne. On peut y découvrir la ville de Sarcelles et ses habitants de diverses manières. Alors, d'abord, on doit choisir si on souhaite faire le voyage en vidéo ou en photo. Alors, allons-y pour la vidéo. Donc, j'ai fait une capture d'écran. Donc, on pourrait, par exemple, choisir d'aller vers le portrait du personnage qui est en arrière-plan ou encore retourner au chauffeur. Ou encore, on a une autre façon, en fait, d'accéder au portrait de ces citoyens-là. Et ensuite, on entre donc dans une séquence qui est linéaire, donc plutôt conventionnelle dans son format, mais présentée dans un contexte interactif. Donc, par notre choix, donc on a eu accès donc à un portrait et tout au long de notre parcours, on peut accéder donc à d'autres portraits documentaires pour compléter finalement notre visite. Un autre web documentaire, Les Crieurs de Medellín, réalisé en 2015 par Angela et Juliana Caraballi. Donc, nous sommes invités ici à parcourir la ville pour découvrir l'univers des crieurs ambulants colombiens.
on nous propose une immersion que les créateurs définissent de la façon suivante. L'utilisateur parcourt virtuellement la ville, choisissant sa route et son rythme. Il crée de cette façon une expérience documentaire personnelle. Les personnages y sont présentés à travers des entretiens, des courtes vidéos, des photographies et des enregistrements sonores auxquels on accède en choisissant l'ordre et la durée de notre découverte. Le spectateur est en quelque sorte libre d'avancer, de s'arrêter ou de faire marche arrière comme bon lui semble. Alors déjà ici, on nous donne une indication, on nous explique le fonctionnement du dispositif. Donc pour avancer, on nous dit d'utiliser notre souris. Et voilà, donc on peut se promener comme ça dans la ville et l'enjeu en fait, notre défi, c'est d'identifier, de trouver les crieurs qui sont donc dans l'image. Donc là, ici, on avait un choix à faire. Est-ce qu'on allait continuer tout droit ou plutôt tourner vers la droite? Et vous voyez ici qu'on a toujours une carte qui nous indique le chemin qu'on parcourt dans la ville, parce qu'on peut aussi parcourir sur une carte donc très inspirée de Google Street View finalement. Donc, vous voyez que les procédés d'exploration peuvent s'apparenter un peu aux jeux vidéo, puisqu'on peut aussi cumuler des points au fil de notre découverte, puisqu'on nous dit qu'il y a 15 histoires à découvrir dans notre parcours. Voilà, donc ici, et donc ça c'est un choix, donc une intersection, donc des points d'interactivité. Et j'ai mis ici donc la carte qui donc vraiment un portrait finalement des possibilités du web documentaire. Un troisième et dernier exemple, le web documentaire français Dans les murs de la Casbah, qui a été réalisé par Céline Dréan en 2012. On nous propose ici une immersion dans le mythique quartier d'Alger pour découvrir son histoire par divers portraits de citoyens et des entrevues avec des spécialistes. Selon la réalisatrice, la narration n'est plus prise en charge par le récit linéaire, mais surtout par la navigation et le design. Alors, regardons son projet. Donc, comme pour les deux autres exemples, on entre dans cet univers par une action, donc en cliquant sur un signe graphique, la mention écrite « Entrée » qui appelle bien sûr l'interaction. Donc, nous acceptons cette invitation qui est performative et voilà que nous devons faire un choix. Allons-nous débuter au café avec les femmes ou à l'école ou bien choisir l'une des options en fait proposées sur la carte. Et on a aussi la possibilité d'aller vers des entrevues d'experts et on peut revenir donc comme bon nous semble. Alors on choisit le début de notre parcours et là on aura accès à un portrait linéaire donc avec les femmes et tout au long de notre parcours donc on aura accès à l'ensemble du contenu qui seront proposés tout au long du trajet. Il y a donc dans cette pratique un lâcher-prise considérable de la part des créateurs qui proposent des contenus non hiérarchisés, où l'ordre de lecture sera différent pour chaque spectateur. D'ailleurs, le scénario de web documentaire a tout intérêt à être développé en prévision du dispositif interactif. Donc, revenons à notre exemple. On retrouve des indications de navigation qui deviennent des relais de narration, comme ici, ou à un embranchement entre deux rues, on indique au moyen de flèches et de mentions écrites, donc des signes passeurs qui matérialisent les fonctions performatives, qu'il y a un choix de lecture à faire. Ces flèches, inscrites organiquement dans l'image, font sens, elles guident le spectateur dans la saisie des événements du récit. Enfin, sans doute pour aider le spectateur à ne pas se perdre, Dans les murs de la Casbah lui propose justement d'entrer ses données Facebook pour enregistrer son parcours dans le cas d'un visionnement fait en plusieurs moments. On pourra d'ailleurs se demander si le spectateur peut vraiment avoir la certitude d'avoir vu tout le contenu, d'avoir tout saisi et de s'être rendu à la fin. Il sera sans doute pertinent de redéfinir le concept de fin dans ces expériences non linéaires. Ce bref corpus nous permet de nommer 4 spécificités du web documentaire. Donc, il propose des contenus de manière non linéaire, tout en comportant la plupart du temps des séquences linéaires. Ces fragments sont souvent segmentés par lieu, par personnage ou par thème.
Le web documentaire est hyper médiatique et s'exprime par plusieurs formats, vidéo, photos, texte à lire en format PDF, montage sonore, etc. Il sollicite à divers degrés une interactivité, voire une immersion de la part du spectateur qui appréhende le contenu seul devant son écran, et il engage le spectateur dans sa progression et fait la plupart du temps la promesse d'une expérience. Il déplace donc grandement le rôle du spectateur. Cela nous amène à questionner les métamorphoses des narrations documentaires à travers le prisme de l'interactivité, puisque c'est bien là que se jouent les principales métamorphoses. Selon Vincent Amiel, la force et la légitimité d'un documentaire résident dans sa capacité à mesurer et non pas à réduire la distance qui existe entre la réalité et la perception que nous pouvons en avoir. Selon lui, un film documentaire est toujours la tentative d'ordonnancement du réel. Un des principaux enjeux en scénarisation documentaire, c'est justement la structure qui est liée à la temporalité, à cette idée d'ordonnancement du réel. Mais le web documentaire se structure surtout dans l'espace. Et pour être interactif, il doit impérativement configurer une narration sous le modèle d'une ligne brisée qui permet des points d'intervention du spectateur. Tels que proposés par Guitala et Bouchardon, ces éléments performatifs permettent d'agir notamment sur les dispositifs lectoriels, diégétiques et narratifs. Mais peu importe si le lecteur peut contrôler la lecture ou intervenir sur l'ordre des événements ou encore agir sur l'histoire et les personnages, le grand défi est bien de concilier temps et espace, narration et interactivité pour arriver à un résultat qui sera organique, fonctionnel et surtout signifiant. Voici deux représentations graphiques faites par Philip Booth. En haut, un exemple de structure linéaire où l'organisation du récit se fait sans interruption dans un ordre donné, un début, un milieu, une fin. En bas, un graphe hypertextuel qui peut représenter la structure d'un web documentaire non linéaire avec une lecture exploratoire dans un dispositif écranique. Par le choix de la structure, le web documentariste laisse voir une manière de penser à la fois son sujet et son mode de saisie. Bien avant d'être en mesure d'appréhender le contenu, le spectateur cherchera à comprendre le mode de fonctionnement du dispositif et l'intention, la signification implicitée par cette organisation. Le spectateur doit donc saisir le mode opératoire de l'interface en ne perdant pas de vue la narration pour la comprendre, y réagir cognitivement et émotionnellement et non seulement y réagir par l'interactivité. Cela veut donc dire que les nouveaux usages inférés par le web documentaire font appel à des compétences narratives, cognitives, émotionnelles, mais également numériques du spectateur. On pourrait même avancer qu'il y a sûrement un utilisateur modèle anticipé par les créateurs. Donc, chaque web documentaire propose une manière d'appréhender son contenu en essayant de ne pas confondre narration complexe et dispositif compliqué. Alors que certains expliquent leur mode d'emploi, d'autres proposent un mode exploratoire plus instinctif. C'est à ce moment précis que la surdétermination du numérique entre en jeu, l'interface ajoutant un ensemble de signes au contenu documentaire. Et comme le souligne Marida Di Crosta, en mettant en rapport la forme du contenu et la forme de l'expression, l'interface numérique assume une fonction sémiotique. Ce qui est à l'œuvre dans le web documentaire, c'est la capacité à la fois du contenu et du dispositif à maintenir l'intérêt du spectateur, mais il y a certainement un risque que l'interface et les procédés interactifs prennent le dessus sur le sujet et arrivent à créer ce que Philip Booth nomme une inversion interfacique et qui, je le cite, consiste à considérer l'interface comme le contenu de l'œuvre et le contenu interfacé comme le stimulus à faire fonctionner cette interface. On peut donc avancer l'idée selon laquelle le scénario documentaire se métamorphose ici par les codes du numérique et que l'impact de ces langages composites sur la narration est majeur. Bien avant la culture du numérique, c'est au début des années 30 que le cinéaste Jean Vigo a énoncé la notion de point de vue documenté.
Selon lui, le documentaire n'est pas strictement un objet de retransmission d'une réalité, mais il est surtout le résultat d'un regard cadré et orienté. Le film, vu ici comme un document social, serait donc un système organisé qui représente non seulement le réel, mais également la vision du réalisateur. Cette façon de voir le travail du créateur devient tout à fait fascinante dans le cas du web documentaire. Le point de vue documenté suppose non seulement une subjectivité de l'auteur, une prémisse qu'il défend, c'est ce qui distingue le documentaire du reportage, mais soutient également l'idée selon laquelle on peut, dans une œuvre, représenter qu'un seul regard et non une vision absolue d'un événement, d'une réalité. Mais voilà que s'ajoute à ce point de vue un design, une arborescence, une façon de proposer des contenus interactifs qui rendent manifeste dans un langage propre au web de nouvelles significations inférées par ce regard cadré et orienté. Cela suscite plusieurs questions liées aux narrations documentaires à l'ère numérique. Alors, comment le documentariste peut-il s'assurer que son propos sera correctement et pleinement saisi si les parcours de lecture sont multiples? Comment le spectateur peut-il savoir à quoi accorder de l'attention? Est-ce que la totalité de l'œuvre ne lui sera jamais accessible? Est-il possible de tout saisir? Face à ces configurations labyrinthiques, le spectateur risque-t-il d'être désorienté, d'abandonner avant la fin et même de résister au dispositif? Et enfin, dans quelle mesure le dispositif, par sa nature sémiotique, peut-il interférer dans l'interprétation et peut-être même devenir un artifice de distanciation? Au fond, ce que ces questions font ressortir, ce sont des dimensions fondamentales de la narration, de la représentation et de l'interprétation. Le documentaire interactif, en tant que pratique et en tant qu'objet médiatique, développe un nouvel imaginaire du film documentaire. Notre arrière-plan conceptuel se voit grandement renouvelé, non seulement à propos de ce qu'est un documentaire dans sa forme, mais également sur ce que signifie voir, regarder, écouter un documentaire. Ces nouvelles modalités de représentation du monde, ces façons de créer des effets de réel dans un format médiatique interactif, ont un impact considérable sur nos représentations. Il faut dire que les enjeux liés au statut narratologique et ontologique du documentaire ne sont pas nouveaux. Les rapports entre histoire, récit et narration ne sont jamais simples lorsqu'il s'agit de faire une représentation d'événements réels. D'ailleurs, de nombreux chercheurs travaillent à distinguer les représentations du réel et de la fiction. La plupart d'entre eux, dont François Ninet et Gérard Leblanc, s'entendent pour dire que la notion de genre est principalement une distinction qui vise à préparer le spectateur à un type de réception. Et cela s'avère tout particulièrement vrai dans le cas des web documentaires interactifs où les conventions pragmatiques doivent s'ajuster aux métamorphoses des formes de narration qui mobilisent d'autres conceptions, d'autres logiques. Déjà, il faut être disposé à voir ces arborescences comme une œuvre homogène, dont la narration est en réseau, mais qui est née d'une réelle démarche documentaire, ce qui nous permet de se représenter les choses comme telles et non comme un jeu vidéo, par exemple. L'enjeu majeur pour le créateur de web documentaire est d'intégrer l'interactivité dans la narration et non le contraire. Et c'est là que se situe d'ailleurs l'une des distinctions avec le jeu vidéo, même si le spectateur peut être vu comme un usager, un interacteur. Regarder un documentaire avec une souris à la main fait partie de la culture du numérique et non pas de la culture du documentaire. Ces nouvelles conventions modifient assurément nos conceptions et pour reprendre une notion de John Searle, le spectateur pourra vivre pleinement l'expérience seulement s'il change sa façon de voir le documentaire en raison de son arrière-plan conceptuel à partir duquel, je cite Searle, il s'attendra plus facilement à ce que certaines choses arrivent. Le web documentaire recadre certainement la définition cardinale de la représentation du réel à l'écran, puisque plusieurs des signes qui énoncent le statut du genre sont métamorphosés. Il faut donc connaître les conventions des environnements numériques et corroborer à la fois la vérité du document, tout en croyant au médium lui-même.
Il sera très intéressant de suivre l'évolution du web documentaire pour voir notamment ce qu'il advient de la scénarisation lorsqu'elle se développe par le prisme du web et de l'interactivité. Et on se demandera, qu'est-ce que l'interactivité fait au cinéma documentaire et aux spectateurs? Jusqu'à quel point le spectateur peut-il devenir un co-créateur de sens? Et surtout, est-ce que l'espace numérique est réellement un gain pour les narrations documentaires? La sociologie du cinéma a comme objet de répondre à la question suivante. Pourquoi, à tel moment historique, y a-t-il tel cinéma? Aujourd'hui, avec ce séminaire sur les physiologies des narrations contemporaines, on voit bien que le numérique marque les pratiques, et cela est sûrement en lien avec le courant des humanités numériques qui marque notre époque. Pourquoi en ce moment produisons-nous des documentaires interactifs à la narration fragmentée? Alors laissons-nous encore quelques années pour y répondre, mais déjà on voit bien que le web documentaire est une forme de projection qui, par son ancrage numérique, renouvelle notre façon de raconter le monde. Je vous remercie pour votre attention.